Mais j'aimerais, avant de commencer à parler, de continuer de parler mon histoire familiale, j'aimerais aider certaines personnes, certainement, qui ont écouté ma première vidéo et les deux autres après, et qui se sont dit, mais ça n'a pas d'allure. Mais Angèle, qu'est-ce qu'elle raconte? Où qu'elle s'en va avec ça? On ne comprend pas. J'aimerais rassurer ces personnes-là. En fait, là, ce qui va être important de comprendre, c'est que ce n'est pas pour rien que vous vous sentez égaré. C'est qu'en fait, moi, j'ai une façon de penser, un mode de fonctionnement cognitif, qui fait que ma façon de présenter une vidéo, ma façon d'enseigner, ma façon d'être tout simplement, ne correspond pas au modèle standard, qui est habituellement qu'on retrouve dans les écoles, qui est le modèle standard pédagogique. Ça veut dire, on fait l'étape 1. Dans l'étape 1, il y a la partie 1, 2, 3, A, B, C, D. Donc, il y a une structuration logique extrêmement rapidement apparente. Donc, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Et là, il y a A, 2, 3, A, B, C, D. Là, vous avez vu que moi, je ne sais pas ma présentation, je n'ai pas présenté ma première vidéo comme ça. Donc, moi, j'ai plutôt une pensée avec différents concepts qui vont se relier. Les concepts sur lesquels je vais m'appuyer pour faire une synthèse. Aujourd'hui, j'ai pensé, en commençant cette vidéo-là, pour aider les gens qui se demandent, mais où on s'en va, pour vous aider. Donc, je voudrais faire les ponts entre mon site Internet et les vidéos. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui regardent le site Internet, ils ne comprennent pas le lien avec les vidéos, puis ils ne comprennent pas. J'aimerais ça vous rassurer. Ce qu'il faut voir au départ, première affaire, c'est que les vidéos que je fais présentement, les vidéos, c'est un outil. Mais le site, c'est un autre outil. Parce que vous comprenez que les vidéos, elles ont un but précis. Et lorsque ce but précis-là sera atteint, où il y aura euh, une fin à ma démarche, bien, mon site Internet va continuer. Parce que moi, ma vie continue, là. Bon. Donc, les vidéos présentement que je fais, le but, c'est pas compliqué, c'est que mon employeur, dans lequel je suis en litige, avec lequel je suis en litige depuis 2018, refuse de continuer de participer à une problématique de violence familiale. Qui, lui, là, a présentement dans son établissement une problématique de violence familiale en milieu de travail. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'un établissement scolaire au Québec supporte une telle problématique. Donc, vous comprenez que les vidéos s'adressent aussi à mon employeur. J'espère qu'il les écoute et j'espère que mes collègues les écoutent et mon milieu. Je vous expliquais que je fais appel à mes deux communautés, ma communauté gaspésienne et ma communauté collégiale. Vous comprenez que les vidéos, c'est des informations excusez, importantes pour ma communauté collégiale, mais elles sont importantes aussi pour ma communauté gaspésienne dans ce sens que la problématique de violence en question, ben, les gens de ma communauté gaspésienne, c'est important qu'ils comprennent l'ampleur d'une telle problématique. Mais pas juste l'ampleur, les explications. Pourquoi une telle problématique s'est retrouvée en milieu de travail? Et je disais à la fin de ma dernière vidéo, il y avait déjà dans mon enfance des signes annonciateurs de ça. Bon, le but est clarifié. Sur mon site Internet, vous voyez des informations. Là, Angèle, elle veut nous parler de l'éthique, de la morale. Là, elle nous dit qu'on passe de l'éthique à la morale. Puis là, ouais, mais c'est quoi le rapport? Bon, là, je vais vous expliquer le rapport. Le rapport, c'est qu'en fait, euh, diriger ou être dans un univers où les repères
de nos bons comportements, de nos mauvais comportements, sont dans un cadre éthique. Et nos repères entre nous, dans nos relations, sont dans un cadre moral. Ça ne donne pas la même chose. Nos ancêtres ont expérimenté le cadre moral et nous, depuis à peu près 60 ans, on expérimente le cadre éthique. Moi, ce que je dis, c'est que la perte qu'on a avec le cadre éthique, c'est le mensonge, la banalisation du mensonge. Dans un cadre moral qui était présenté en particulier par le christianisme, le mensonge était grave. Il y a des gens qui mentaient, il y a des gens qui ont toujours menti. Mais dans les institutions publiques et dans la gestion du pays, on pourrait dire que mentir, ben, c'était quand même quelque chose de mal vu. Donc, nos ancêtres, eux, il y avait des repères, on pourrait dire, plus sécurisants que nous. Parce que nous, le mensonge, c'est banal. Et d'ailleurs, le lien que moi je fais, pour donner un exemple, pourquoi le mensonge est banal, j'explique mon propre cas de recours juridique dans le contexte du litige en particulier que je vis. Mais les autres litiges aussi étaient entachés de mensonges. Ce qu'il faut voir, c'est que cette banalisation du mensonge-là fait en sorte qu'il y a des travailleurs et des travailleuses dans les institutions syndiquées qui sont forcés de mentir parce que c'est rendu banal et les gens trouvent ça banal. Donc, mandons pour moi, mens là, mens ci, mens là. Bon. Donc, c'est ça le lien. Le lien, là, c'est que moi, je fais la démonstration par mon propre cas que l'éthique, les codes de déontologie des ordres professionnels, parce que j'ai déposé plusieurs plaintes, moi, aux ordres professionnels, zéro réception, là. Moi, je nommais des conflits d'intérêts, je nommais des pratiques inacceptables. Non, c'est Madame Boulay, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que vous comprenez que moi, c'est parce que j'ai expérimenté, et j'expérimente encore dans le cadre de litige, la fragilité de toutes ces structures-là. Et ces structures-là me démontrent une banalisation du mensonge. Donc, c'est ça le lien que je fais. Donc, l'autre affaire, OK, moi je dis une banalisation du mensonge, mais en plus, je vous dis que moi, mon cas relève d'une problématique de violence familiale. Bon, ça, il faut que je vous explique pourquoi j'ai dit ça. Deuxième affaire, je vous dis une problématique de violence familiale en milieu de travail, qui est rendue en milieu de travail. Là, il faut que je vous explique ça. Et là, il faut que je vous explique aussi, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais j'ai ça sur mon site Internet, de la problématique du bouc émissaire désigné. Le bouc émissaire désigné, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la communauté, c'est une personne qui est ciblée pour permettre de défouler une violence. Et c'est permis et c'est autorisé. Et ça remonte à des rites anciens. Comme on est maintenant dans des sociétés laïques, puis que les cadres moraux ne sont pas là, donc des boucs émissaires désignés sont maintenant réautorisés. On réautorise des rites très, très, très anciens que nous expliquent Alain Pascal et René Girard. J'espère que là, ça vous permet de voir où je m'en vais. Et parfois, il y a une vidéo qui peut être consacrée à un sujet en particulier. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de quelque chose de très, très important qui va ramasser pas mal de morceaux de cette histoire-là. La dernière vidéo, je vous ai parlé de mes origines couillards et boulets. Et je vous ai expliqué que mes ancêtres couillards avaient des titres de noblesse et que eux, leur descendance et tout ça, ce sont des gens qui sont en général, tous probablement, mais beaucoup d'entre eux font partie de l'élite. OK. Aujourd'hui, je vais vous parler de la famille Boulet. Parce que de ce côté-là, il y a des choses extrêmement importantes qui sont à connaître. Mais je vous avertis à l'avance. Il y a des gens qui vont être
très offusquée par ce que je vais dire. Mais je dois le dire. Moi, là, vous comprenez, j'ai dépassé la soixantaine. Et même si c'est extrêmement tabou, il faut que je le dise parce que c'est ce qui explique le parcours de ma vie de bouc émissaire des îles. Et c'est ce qui explique aussi une partie de mon cheminement de vie et même ce que je fais présentement. Mais je suis consciente que ça va prendre une réflexion, ça va prendre un peu de temps à des gens pour assimiler ce que je vais raconter. Donc, j'ai décidé d'utiliser une casquette d'une autre couleur. Parce que vous comprenez que quand je vais mettre la casquette bleu pâle, on va la laisser par en haut comme ça. Quand je vais mettre la casquette bleu pâle, il faut que vous compreniez qu'on est dans la famille Souche Boulet. Bon, la famille Souche Boulet, parce que je vous expliquais, dans mes ancêtres, il y a eu un mariage entre les Couillard, Jean-Baptiste Couillard, et Malvina Boulet. Et moi, mes deux parents sont Boulet et Couillard, donc il y a déjà un lien de parents. Mon père était déjà parent, un lien de parenté de filiation, avec le père de ma mère, son père à lui, Syriac, à cause de ce mariage-là. Donc mes parents se sont mariés et il y avait du côté des Couillards et des Boulets, de cette souche-là, déjà un lien de parenté. Préparez-vous à la suivante. Mon père, lui, il est issu d'une famille de 16 enfants. Mon grand-père, Ludger Poulet, a été marié à Amanda Riffaut. Elle, ma grand-mère, elle venait de Cap-des-Rosiers. Donc des Riffaut, Riffon, hein, ils ont changé de nom, c'est Riffaut, Riffon. Eux, ils viennent de Cap-des-Rosiers. Mais mon arrière-grand-père, Gaudias, il s'est marié lui aussi, Juliane Riffon. Wow! Préparez-vous. Mon grand-père, Ludger Boulet, et ma grand-mère, Amanda Riffou, sont des cousins, cousines germains. Ça veut dire cousin, cousine du premier niveau. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Dans les temps du christianisme et longtemps, on interdisait, il fallait avoir des dispenses. Les gens qui devaient se marier aussi proches n'étaient pas autorisés. Pour des raisons que j'ignore, moi, les parents de mon père se sont mariés deux cousins germains. Donc, des liens de parenté extrêmement proches. Et moi, quand je suis née, ma grand-mère, c'est l'année que ma grand-mère est décédée. Ma grand-mère est décédée le 31 janvier et moi, je suis née cette année-là en septembre. Donc, ma grand-mère, moi, je ne l'ai pas connue, mais mon grand-père a vécu assez âgé. Il a vécu, je crois, 96 ans. Ça me c'est ça. Non, 95. Donc, il vivait aussi, mon grand-père, avec nous, dans notre maison familiale. Et après ça, il est allé en institution. Bon. Ce que la plupart des gens ne savent pas non plus, c'est que mon grand-père et ma grand-mère, ils ont eu en tout 16 enfants. Mon père est le 16e. Excusez, je vais prendre de l'eau. Sur les 16 enfants qu'ils ont eus, ils ont perdu 10 enfants en bas âge. On peut les retracer. On peut voir mort à la naissance ou mort que 1 an, 2 ans, 3 ans, ou bon, ils sont morts très jeunes. Mais vous comprenez que 16 enfants, 10 de morts. Ils en ont réchappé 6.
Et là, ce qu'il faut voir, c'est que nous, dans l'histoire familiale, ce qui était raconté, c'est qu'à ce moment-là, il y avait la grippe espagnole et que ma grand-mère perdait beaucoup ses enfants à cause de la grippe espagnole. C'est possible. C'est possible, mais vous comprenez que moi, je vais vous montrer le cartable, juste pour vous faire rire. Ça, c'est un cartable de généalogie des Boulay. Ça, c'est, comment je vous expliquerais ça? C'est la descendance juste à partir de mon grand-père. Donc, c'est plein de photos, c'est plein d'arbres de généalogie. Je vais vous montrer comment je fais ça, de quoi ça a l'air. C'est ça, c'est des arbres comme ça. On a les familles, le père, la mère, les enfants et tout ça, les photos. Donc, moi, j'ai beaucoup de cartables de toutes ces familles-là. Là. J'ai fait les cartables des familles Boulay, des familles, de toutes les familles de mon village depuis 2010. Et puis, petite parenthèse en passant, j'ai fait le cartable de la famille des Tapes et j'ai trouvé complexe, excusez, j'avance ma chaise, j'ai trouvé complexe quand même de retracer toutes les origines de la famille Tapp. Fait que c'est ça, j'ai travaillé fort. Mais sur nous, la famille Boulay, Couillard, j'ai plusieurs cartables. Et là, moi, j'ai regardé ça, j'ai analysé ça. J'ai analysé toute la descendance et même aujourd'hui, je rajoute les noms quand je les ai de la descendance. Bon, ma casquette Boulay se promène. Préparez-vous à ce que je vais vous dire. Dans les 6 enfants qui sont restés en vie, il y a un de mes oncles qui était atteint d'hémophilie. Ça veut dire que dès qu'il se coupait, son sang, il avait de la difficulté à coaguler pour arrêter de saigner. Donc, il y avait une fragilité, mais il a vécu quand même jusqu'à dans la cinquantaine, je crois. Et il y avait comme cette fragilité-là. Bon, lui, il avait un problème biologique d'hémophilie. Ce problème-là, quand on fait de la recherche, c'est relié à la consanguinité. La consanguinité du fait que ses parents étaient cousins-cousines. D'après mes recherches, là. Moi, je ne suis pas médecin, d'après mes recherches. Okay, vous comprenez? Les gens qui ont des enfants et les gens qui sont cousins, qui sont très proches parents, qui mettent au monde des enfants, ils peuvent s'attendre d'avoir certains handicaps. Le fait que les gènes sont trop semblables peut faire en sorte que ça produit des handicaps de toute sorte. Dans notre famille, excusez, mon père, d'une certaine façon, a eu un handicap. Mais un handicap qui n'est pas un handicap habituel. Son handicap, lui, de sa biologie, fait que dans son cerveau, il y a eu une production de neurones en grande quantité. Donc, l'hémisphère droit et gauche de son cerveau étaient remplis de neurones. Il y avait beaucoup de neurones. Et le fait que ces neurones-là communiquent de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit, et qu'il y en avait beaucoup, lui a donné un profil particulier, différent de ses sœurs et frères. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Ça veut dire dans la vraie vie que mon père avait des habiletés multiples à cause de cet handicap-là, comme on pourrait dire. La casquette n'en revient pas. Donc, mon père, lui, c'est quelqu'un qui a fait une 7e année. C'est pas quelqu'un qui est allé longtemps à l'école, parce que dans sa famille, les gens étaient plutôt des hôteliers, étaient plutôt des pêcheurs. Donc, mon père n'est pas une personne plus scolarisée que sa 7e année. Mais mon père avait beaucoup d'habileté
en raison de cette consanguinité-là. Comprenez-vous? Et ça, ce que ça a fait que mon père, il a pu passer sa vie quand même dans notre village. Il a vécu avec ma mère dans notre village, il a eu ses enfants. Mais mon père, dans le village, c'était l'homme à tout faire. Les gens venaient chez nous. Euh, Léon, tu peux-tu réparer mon frigidaire? Léon, tu peux-tu réparer ma chasseuse? Léon, tu peux-tu venir voir ci? Léon, tu peux venir. Mon père, c'est un touche-à-tout. Il réparait à peu près tout. Il a construit sa maison, construisait des bateaux. Les gens là, qui m'écoutent du village, là, je suis sûre qu'ils sont en train de rire tellement que mon père emmenait large. Tellement que mon père faisait à peu près tout, tellement il était débrouillard et il avait la capacité de résolution de problèmes rapidement. Et là, moi, je vous parle de capacité de trouver des solutions à différents problèmes matériels, techniques. Là. Mais mon père aussi avait un grand développement affectif, une grande sensibilité à cause de ces neurones-là. Là. Donc, mon père était habile à la musique. Il jouait du violon, de l'accordéon, de l'harmonica. Mon père il dansait. Il avait une oreille musicale incroyable. Mais là, je n'ai pas le goût aujourd'hui de tout vous étaler. D'une certaine façon, c'est comme mon père fait, parce que les gens du village à qui je m'adresse le connaissent, le savent. Le savent que mon père, dès qu'il entreprenait un projet, ça marchait. Entre autres, je vous rappelle tout le monde que mon père est le premier à expérimenter la pêche au homard à Lansavalo. On en a mangé beaucoup d'homards. Hein? Mon père nous a gâtés parce que mon père n'était pas un homme à l'argent. L'argent n'a jamais été important pour mon père. Mon père, lui, c'était l'épanouissement, c'était la résolution de problèmes, c'était l'amour, c'était d'être dans la communauté, c'était d'aider son voisin. Mon père aidait les gens gratuitement. Là. Mon père ne demandait pas, là, tu dois me payer ici, puis tout ça. Il faisait des échanges de services. Mais vous comprenez que mon père, rendre service à quelqu'un, c'était très... Ça le rendait heureux de faire ça. Fait que vous voyez le développement affectif de mon père avec des habiletés multiples. Mais mon père a toujours resté assez collé au village. Nous, on avait un hôtel qui est la reprise du commerce de mon grand-père, un petit hôtel que mon père a entretenu parce qu'il avait toutes les habiletés pour faire construire, rénover, tout installer. Il brise quelque chose, il peut réparer. Qu'une autre personne qui aurait payé pour ça n'aurait jamais pu faire survivre ça. Là, vous comprenez? C'était des choses toutes restaurées, arrangées. Et en même temps, il faisait la pêche. Et comme je vous dis, il a expérimenté la pêche au homard. Mais quand mon père a fait la pêche au homard, là, lui, là, il a été l'expérimentateur. Après, il a vendu son permis, là. Mais lui, il n'a pas fait l'argent parce qu'il était dans la phase j'expérimente la pêche au homard. Fait qu'il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu beaucoup de. Mais mon père continuait. C'est ça que je veux vous expliquer, c'est que dans le fond, ça a fait que mon père a changé de job souvent. Il est allé chercher des sous dans une job, il a pu faire d'autres choses. Mais le gros de sa vie, il a vécu avec l'assurance chômage parce qu'il pêchait, il avait un métier saisonnier. Et puis, avec notre commerce d'été, l'hôtel, ce qui fait que nous, ses enfants, et ma mère est à la maison, ce qui fait que nous, ses enfants, nous avons été scolarisés. Pourquoi on a été scolarisés? Parce que à cause de l'année qu'on est né, notre enfance, le gouvernement du Québec a mis en place les prêts et bourses. Donc, on fait partie de la génération qui avait des parents pauvres et nous, on a bénéficié de l'aide gouvernementale pour être scolarisés. Donc, que c'est ça qui a fait qu'on est scolarisé. C'est pas parce qu'on avait des parents qui avaient de l'argent, c'est parce qu'il y a eu une aide financière gouvernementale. Bon, donc nous, dans ma famille, on est 6 enfants, on est tous scolarisés. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça, ce profil-là de mon père, dans les écrits intellectuels, ça s'appelle un surdoué. Wow! Et là, je peux vous dire qu'il y a des gens là, qui vont sauter de leur chaise et vont dire
Mais voyons donc, elle est en train de dire que son père est exceptionnel, différent des autres. C'est compliqué de dire ça. Parce que dire ça, ça veut dire, OK, qu'il y a un individu, pour des raisons XY, se retrouve avec un cerveau qui a une potentialité qui est différent des autres. Et il y a des gens qui ne peuvent pas entendre ça. À partir d'eux, il y a des handicapés, il y a des gens qui ont des capacités moindres qu'eux. Oui, ça marche. Mais qu'il y a quelqu'un qui a un potentiel plus élevé qu'eux, non, ça se peut pas. Et ça, là, ça, c'est l'enjeu majeur de la chicane entre la famille Couillard et la famille Boulet. Vous pouvez-vous comprendre un instant que dans ma famille Couillard, la famille de ma mère, c'est des gens qui ont un quotient intellectuel, on pourrait dire, supérieur à la moyenne, de par leur hérédité. Là, ça va. Mais ce ne sont pas des surdoués. Donc, ils ont des capacités de réfléchir. Ils ont un profil qui vient de leur capacité de l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche très développé. Ça va. Et là, ils se retrouvent avec mon père qui a l'hémisphère gauche et droit développé. C'est difficile à accepter. Extrêmement difficile. Ma mère n'a jamais pu accepter cette réalité-là. Ma mère, qui est une femme qui a un quotient intellectuel assez élevé, était en rivalité avec mon père. Elle nous disait constamment, regardez comment ils se vendent. Regardez ma mère, là, elle n'a jamais mis en valeur mon père. Quand, dans le dos de mon père, elle n'a jamais cessé de le dénigrer. Pas devant lui, mais derrière son dos. Et nous, on a grandi comme enfants à entendre notre mère continuellement dénigrer notre père. Et moi, je vous dirais que très jeune, j'étais jeune enfant, je devais avoir 5, 6 ans. Mais là, je voyais que ma mère mentait totalement parce que quand elle était devant lui, c'était une personne. Et quand elle se retrouvait avec nous dans la maison, puis lui était parti faire ses activités, ben c'était une autre personne. Et moi, j'étais enfant et je regardais ça et je me disais, ça marche pas. Et ce qui m'a aidé beaucoup, je le répète, c'est l'école. Parce que, bon, de un, mon père était stable, c'est quelqu'un qui ne mentait pas, c'était quelqu'un qui était très cohérent. Et d'autre part, à l'école, mes professeurs ne mentaient pas. Fait que vous comprenez que moi, mon enfance, elle était là, ma sécurité. J'avais un père stable, mais j'avais une école avec des adultes significatifs qui étaient des adultes qui ne mentaient pas. Parce que vous comprenez que moi, c'est pas pour rien que je vous parle du mensonge aujourd'hui. C'est que moi, très jeune dans ma vie, j'ai eu à faire face à la prise de conscience d'être avec quelqu'un qui ment continuellement. Moi, là, aujourd'hui, j'ai la maturité de réaliser que ma mère a eu énormément de difficultés à composer avec ce profil de mon père de sourd. Elle avait beaucoup d'habileté, on pourrait dire c'est une femme intelligente, mais au plan affectif et émotionnel, c'est quelqu'un qui s'est peu développé. Mais je vais vous l'expliquer, mon hypothèse, dans d'autres vidéos, pourquoi toute cette lignée-là de la famille de ma mère. J'exclus les autres Dupuis-Couillard. Moi, je veux dire la lignée de Cyrias Dupuis, qui est mon grand-père, qui est le père de ma mère. Il y a une raison pourquoi cette souche-là, cette lignée-là,
ne s'est pas développée au plan affectif. Il y a un traumatisme en bas âge. On va y revenir, mais ce qui est important de vous dire, ma calotte boulée, je peux vous dire que ma calotte